Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h39. C'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens avec des journaux en particulier ce matin qui mentionnent en évidence le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, un transfert qui prend forme. Le Israël Hayom en effet consacre la moitié de sa première page à l'annonce faite ce week-end par le département d'État américain concernant ce transfert. À travers le département américain, le président Trump a annoncé que l'ambassade des États-Unis passera officiellement et même symboliquement de Tel Aviv à Jérusalem le 14 mai prochain, date du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël selon le calendrier civil. Et apparemment, c'est la date qui intervient au lendemain des festivités du Yom Yerushalayim, de la journée de réunification de Jérusalem. Ce sera là, d'une certaine manière, le cadeau du président américain à l'État hébreu à l'occasion de son 70e anniversaire. On a exercé des pressions sur moi pour que je ne prenne pas une telle décision, mais j'ai dit que je le ferai et je tiens mes promesses, a déclaré Donald Trump. Dans un premier temps, il ne s'agira, il faut le préciser, que du passage de quelques bureaux de l'ambassade de Tel Aviv vers le siège du consulat général des États-Unis à Jérusalem. Ensuite, les diplomates américains en poste en Israël poursuivront leurs recherches pour tenter de trouver un site capable d'abriter définitivement l'ambassade. Il semble que l'ambassadeur David Friedman pourra donc travailler à partir de Jérusalem dans les prochains mois, y avoir donc son bureau, mais il devrait continuer à habiter à Herzliya Pitoar, dans la résidence des ambassadeurs des États-Unis en Israël. Dans son éditorial, Boaz B-Smith, le rédacteur en chef du Israël Hayom, propose de faire honneur à Donald Trump en lui suggérant d'allumer l'un des 12 flambeaux lors de la cérémonie d'inauguration des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. À droite, bien entendu, on se félicite de cette décision. C'est un grand jour pour l'État d'Israël, mais côté palestinien, on menace. C'est une véritable déclaration de guerre contre l'islam, a déclaré le Hamas. Le Yediot Aharonot, lui, mentionne également cette information, mais en simple entrefilé dans sa une qui est consacrée, comme c'est le cas depuis maintenant 2 semaines, aux enquêtes concernant le Premier ministre. Et d'ailleurs, ce matin, sur les 3/4 de sa première page, le Yediot révèle que dans l'affaire 4000, la police a mis sur écoute pendant 3 mois Shaul Alovitch, le patron de Bezek, Nir Hefetz, le conseiller de presse de Netanyahou, et Shlomo Filber, l'ex-directeur général du ministère des Télécommunications, qui sont, vous le savez, en prison, en garde à vue depuis plusieurs jours maintenant, depuis plus d'une semaine. Autre révélation du Yediot Aharonot, qui décidément paraît très bien informé, on pourrait légitimement se demander d'ailleurs comment et pourquoi. Une autre révélation donc du Yediot Aharonot, le directeur général du site Walla, Ilan Yehoshua, a témoigné à 8 reprises depuis le mois de décembre dernier. Il a raconté comment Shaul Alovitch a fait pression sur lui pour que le site Walla offre une couverture médiatique positive de la famille Netanyahou. C'est à la suite de ces informations fournies par Yehoshua que la police a donc décidé de placer les 3 suspects sur écoute. Par contre, sur un point, le Yediot Aharonot semble être en retard. Le journal affirme que le Premier ministre sera interrogé cette semaine dans l'affaire 4000. Mais entre-temps, il y a un petit changement de programme. Hier soir, en effet, le Premier ministre a demandé à reporter cet interrogatoire qui devait avoir lieu mardi. Il a demandé à le reporter à plus tard. Les enquêteurs souhaitaient interroger le Premier ministre alors que les principaux suspects dans cette affaire Bezek étaient toujours placés en garde à vue, mais la demande de M. Netanyahou risque donc de contrarier leur projet. M. Netanyahou ne pourra pas se faire interroger la semaine prochaine car il sera à Washington pour participer à la convention de l'AIPAC, le puissant lobby juif américain, et cela risque donc de freiner le travail des enquêteurs. Par ailleurs, Sarah Netanyahou devrait être elle aussi interrogée dans l'affaire Bezek. La couverture du Israël Hayom autour de ces affaires est nettement différente. Ce matin, par exemple, le journal, qui ne cache pas, lui, son soutien à Binyamin Netanyahou, mentionne en évidence les propos du célèbre chanteur Yoram Gaon, qui a déclaré vendredi dans son émission sur Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne, « Un témoin à charge n'est rien d'autre qu'un délateur qui vend ceux qui étaient ses plus proches amis pour se sortir de prison. » Et puis, dans le Maariv de ce matin, Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation et leader du foyer juif, déclare face aux enquêtes, Binyamin Netanyahou se comporte de manière presque
surhumaine. Et puis, l'ensemble des quotidiens se font l'écho d'un sondage qui a été réalisé par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision et qui a été révélé hier soir. Ce sondage révèle qu'en dépit des affaires 4000, 1270, 1000 et 2000 et des soupçons qui pèsent sur Benyamin Netanyahou, eh bien, le Likoud ne cesse de se renforcer avec 28 mandats, soit 2 mandats de plus que lors d'un précédent sondage par cette même seconde chaîne, contre 24 pour le parti de Yair Lapid. Le cantionniste, lui, obtient 15 mandats, 12 mandats pour la liste arabe unifiée. Kouloune n'obtient que 7 mandats, tout comme le Israël Beiteinu de Lieberman et le judaïsme de la Torah. 6 mandats pour Meretz et 5 mandats pour le parti Shas. D'une manière générale, on peut dire que les enquêtes contre le Premier ministre eh bien, n'affectent pas du tout la configuration politique de la Knesset. Et si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'il n'y aurait pas de grande modification politique au sein du Parlement israélien. Les obsèques du Rav Shmuel Auerbach se dérouleront ce matin à Jérusalem à 11h. La levée du corps se tiendra devant la yeshiva qu'il a dirigée pendant plusieurs décennies dans le quartier de Sha'arei Chesed à Jérusalem, la yeshiva de Ma'alot HaTorah. Le Rav Auerbach s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi en plein Shabbat à l'hôpital Sha'arei Tzedek où il avait été conduit après un arrêt cardiaque. Il avait 86 ans et a été le fils aîné du très vénéré Rav Shlomo Zalman Auerbach. Nous en avons parlé avec Rav Avraham Bloch, le Rosh Yeshiva de Beth Halevi, il y a quelques instants. Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était l'un des grands de la précédente génération. Le Rav Shlomo Auerbach était considéré d'ailleurs comme l'un des chefs de file du monde orthodoxe. Selon ses élèves, le Rav Shmuel Auerbach donc, était un homme doux et agréable, qui était très savant dans l'étude de la Torah, mais il faut le souligner dans l'opinion publique, et c'est ainsi que le mentionne la plupart des sites d'information et des journaux israéliens généralistes. On a entendu parler de lui au cours des dernières années comme le leader de la faction dite de Jérusalem, qui s'est distingué pour son positionnement farouchement opposé au service militaire dans Tsahal. Et si son père, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, était considéré comme une figure très rassembleuse, on peut dire, et soucieuse de l'unité au sein du peuple juif, son fils, lui, a été l'un des éléments, et en tout cas c'est ainsi que on le présente dans la presse israélienne généraliste, l'un des éléments qui ont accéléré la division de la communauté orthodoxe en Israël, une communauté qui compte près d'1 million de personnes. La faction de Jérusalem avait été appelée ainsi par rapport au leadership du Rav Aaron Lev Steinman, qui était de Bnei Brak et qui était considéré ces dernières années, depuis la disparition du Rav Eliashiv, comme le grand de la génération. Donc on peut dire qu'il y avait quelques tensions entre les leaders entre les leaders de la faction de Jérusalem et les leaders du judaïsme orthodoxe à Bnei Brak. La suite de cette revue de la presse avec un développement important mentionné dans le site Ynet. Le ministre polonais de la Justice a annoncé que la loi controversée votée par le Parlement polonais visant à disculper les Polonais de toute responsabilité durant la Shoah ne sera pas mise en application pour l'instant, pas tant que le tribunal constitutionnel polonais ne se soit prononcé sur la légalité de cette loi. Il a également précisé que cette loi ne sera pas appliquée en direction des rescapés de la Shoah, des journalistes et des chercheurs et des historiens. C'est en soi un succès, a déclaré le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères. Cette annonce confirme l'état de progrès dans des discussions très discrètes, il faut l'avouer, qui se déroulent actuellement entre Israël et la Pologne pour tenter de mettre fin à la crise qui bout depuis plusieurs semaines entre les deux pays. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a mandaté le ministère israélien des Affaires étrangères afin de fournir à la Pologne ou d'exprimer à la Pologne les réserves d'Israël concernant les diverses clauses de cette loi. Il faut souligner qu'il y a encore quelques jours, l'ambassadrice d'Israël en Pologne, Anna Azeri, s'est entretenue avec le ministre polonais de la Justice. Le Haaretz nous annonce que quelques 20 000 personnes ont participé hier à une manifestation de protestation contre l'expulsion des infiltrés africains. Les quotidiens israéliens, les autres quotidiens israéliens et la radio israélienne annoncent ce matin qu'il n'y avait en fait que 10 000 personnes qui ont participé à cette manifestation, une manifestation qui s'est tenue dans la rue Levinsky, qui est devenue au cours des 10 dernières années le bastion des infiltrés illégaux d'Afrique, une rue qui est proche de la gare routière centrale de Tel Aviv. Les manifestants qui
qui étaient à la fois des Israéliens et des infiltrés africains ont scandé des slogans contre l'expulsion des infiltrés vers le Rwanda. Nfdel ben dam les dames qui coulanu bne Adam. Il n'y a pas de différence entre leur sang et notre sang. Nous sommes tous des êtres humains. Ont scandé les manifestants. L'un des infiltrés, Tougod Omar Adam, a pris la parole et il a expliqué qu'il ne savait pas, en passant la frontière égyptienne du Sinaï il y a quelques années, qu'il allait débarquer dans le sud de Tel Aviv. On nous a donné un ticket de bus direction la gare routière de Tel Aviv et c'est ainsi que nous sommes tous arrivés dans le sud de Tel Aviv. Nous ne sommes pas les ennemis des habitants de Tel Aviv. Nous voulons seulement obtenir l'asile en Israël, a-t-il déclaré au cours de cette manifestation. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et on retrouvera Eliana après pour les titres et les émissions qui vont suivre de Cathy Choukroun. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.